Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la série Dégustons avec passion. Je suis ici aujourd'hui en présence avec M. Jacques Duquette, le propriétaire de Fraisières Duquette, ici dans la région de Clarence-Rockhurst. Et nous allons discuter de l'industrie de l'agriculture et surtout de la cultivation de fraises. Donc bonjour M. Duquette, ça va bien? Bonjour madame. Donc j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre entreprise en général. Donc qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes situé? Des choses comme ça, là. Parlez-nous en plus. OK. J'ai fait mes débuts dans la culture de fraises en 1994. Cependant, j'ai acheté la terre agricole ici en 1989. Puis à partir de ça, il n'y avait absolument rien ici. Là. Que si vous voyez aujourd'hui, ces caméras, c'était un champ cultivé qui avait été plus ou moins laissé à l'abandon. Ah ouais. Fait que j'ai acheté la terre, puis à ce moment-là, ça a tout été un de mes rêves quand j'étais jeune homme de faire quelque chose en agriculture. OK. Fait que j'avais ce qu'on appelle la passion et la piqûre. Ouais. Puis là, en 1994, j'ai commencé à travailler le terrain ici, puis c'était vraiment très, très, très houleux. Beaucoup de vagues sur le terrain, c'était pas plat comme ça. Fait que j'ai mis beaucoup d'argent financier et du travail pour mettre le terrain à plat, rentrer des drains agricoles. Fait que vous pouvez pas imaginer l'argent que j'ai dépensé ici au début. Puis ma première plantation s'est faite en 1994. Puis mes premiers clients ont commencé en 1995, au printemps 1995. Puis à ce moment-là, j'avais un champ, c'était pas tellement grand, j'avais peut-être un arc et demi de fraises. Puis quand j'ai ouvert le premier matin, aucun client. Fait que là, je vais voir mon épouse, j'ai dit, mais t'es rendu 9h30, pas un client. Là, j'étais vraiment découragé. Puis j'avais la fraise en quantité. Puis là, vers 10h15, mon épouse on n'avait pas un comptoir comme ça. On avait juste une petite tente. On n'avait pas beaucoup d'argent. On débutait. J'avais dépensé beaucoup d'argent à ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, mon épouse a dit, t'as un client qui arrive. Ah là, c'était comme pour moi, là, un coup. Hey, mon premier client. Fait que là, j'ai amené cette personne-là au champ. Là, j'ai expliqué la routine. Puis à partir de ça, bien là, le prochain est venu, un autre, puis un autre. Puis aujourd'hui, 30 ans plus tard, bien, je suis rendu là maintenant, ce que je suis aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile, mais on a beaucoup mis d'ardeur, puis on a réussi. Oui, parce que c'est ça, aujourd'hui, quand on regarde vos champs, c'est immense comme territoire que vous avez. Quelles ont été les dernières modifications que vous avez apportées à votre entreprise dans les dernières années? J'ai pas fait beaucoup de modifications à part de quelques pratiques de travail parce que, au point de vue de la technologie dans l'agriculture, dans la production de fraises, ça a changé, mais ça n'a pas vraiment changé. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail manuel. La robotique n'est pas encore près de nous autres. Il y a des recherches que je fais en Californie à l'heure actuelle pour la robotique. Au Canada aussi, il y a certaines entreprises qui ont commencé dans la robotique. La minute que l'intelligence artificielle puis le robot pour faire la cueillette, exemple, faire le sarclage, planter les fraises. Et ça, c'est des technologies futures qui vont venir de plus en plus disponibles. En ce moment, dans le brocoli et dans le chou-fleur, ils sont très automatisés, puis on y a des robots. Fait que, notre gros problème dans l'agriculture, c'est toujours la main-d'œuvre. Ça, c'est notre gros challenge. Puis notre travail ici, c'est extrêmement, extrêmement manuel. C'est tout à la main, ça. Oui, parce que vous parlez de la main-d'œuvre, justement. Combien d'individus est-ce que vous embauchez pendant la saison haute? Bien, dans la saison haute, je peux aller jusqu'à 4 à 5 individus. Mes travailleurs que j'ai ici, vous comprenez, c'est des jeunes de 14, 15 ans. J'en ai même de 12 ans. Puis ces gens-là, c'est le premier emploi. Le premier emploi, ils n'ont jamais vu une relation avec employé et puis employeur. Puis moi, je forme ces jeunes-là à le démontrer. Et vous avez un employé, tu as un employeur, puis cette relation-là. Est-ce que vous diriez que la cultivation de fraises a augmenté ou diminué à travers les dernières années? Moi, je dirais, dans l'Est ontarien, on était beaucoup de producteurs déjà. Je peux tous les nommer, mais ces producteurs-là, maintenant, sont plus ici. Ils n'ont pas eu de relève, fait qu'ils ont lâché. Cultiver les fraises ou n'importe quelle culture, il faut avoir une passion. Parce que tu as des grands défis. Puis aussi, ce que c'est que j'aime,
c'est des fois que je vois que des gens qui viennent cueillir ici, ils ont un sourire, ils s'en allent chez eux, ils ont cueilli leurs fraises. Ouais. Fait que ça réconforte, puis dire, OK, on continue encore. Là. Ouais. Puis vous dites justement que quand les gens viennent cueillir, ils sont tous souriants. C'est quoi les bénéfices d'acheter des fraises de la région? Bien, ça encourage l'économie locale. Puis en plus de ça, les fraises d'Ontario cultivées chez nous, c'est toujours les meilleures. Oui. Je vais vous dire qu'ici en Ontario, quand vous prenez une fraise qui est importée, qui vient des États-Unis, bien souvent, elle est cueillie blanche. OK. Parce qu'elle ne peut pas transporter ça. Ça, tu mets ça dans un camion de transport, là. Après une coupe de roue, là, ça va être de la confiture pas mal. Parce que si tu prends une fraise cultivée en Ontario, quand la saveur est là, tu ne peux pas battre la saveur. Quand tu la coupes, elle est toute rouge à l'intérieur. Okay. Quand vous achetez une fraise qui devient importée, quand tu la coupes, à l'intérieur, elle est blanche. Oui, c'est vrai. Puis elle est dure. OK. Parce que c'est des fraises pour le transport, ces choses-là. Il y a un avantage économique. Puis moi, je crée aussi une économie locale. Tous mes fournisseurs, c'est des gens locaux. Les coopératives de Saint-Isidore, j'ai une entreprise en haut de Ranfou qui nous fournit les contenants que vous voyez là. Oui. C'est fabriqué au Canada, chez nous. OK. Ça ne vient pas de l'importation. Ouais. La paille que je mets sur mes fraises, c'est acheté chez nous. OK. Les plants de fraises que vous voyez là, ma nouvelle plantation, c'est acheté chez nous. Ça veut dire, fait que c'est toute une économie. Puis la production, mais malheureusement, dans l'Est ontarien, des gens comme moi, il n'en reste plus beaucoup. Ça veut dire, il y a un autre compétiteur en région de Bourgette, la ferme Missa, qui a débuté plusieurs années passées. Là, puis je pense que ça va bien, les entreprises. Puis comme moi, ils ont leurs difficultés, les hauts et les bas. Parce que vous venez de nous mentionner différentes façons que vous contribuez à l'économie locale. De quelle autre façon est-ce que vous contribuez à la communauté de notre région? Moi, mon épouse, il faut que je mentionne clairement que mon épouse, c'est mon partenaire d'entreprise. Elle, ils disent tout qu'un grand homme est une grande femme en arrière pour le supporter. Ça, c'est très important. On contribue à des fondations. Okay. Quand j'ai des bonnes années, je donne à la Fondation Montfort, je donne à des groupes communautaires locaux, des dons monétaires. Comme je dis à bien des gens, quand une entreprise locale a du succès, elle va contribuer à l'économie et aider notre communauté. Ouais. Puis moi, mon épouse, on croit fortement, si on a réussi, c'est grâce à notre communauté. Fait qu'il faut redonner à la communauté. Bien, ce sont des super belles valeurs que vous avez. Donc, sur ça, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on aille faire un tour dans vos champs? Ah oui, pas de problème. Parfait, on va y aller. On est maintenant dans les champs de fraises. Donc, pouvez-vous nous expliquer là, comment fonctionnent les fraises? Comment est-ce que ça pousse? C'est quoi le processus de croissance? Bon, ici, en ce moment, comme vous voyez, c'est une plantation qui a été faite le 20 mai cette année. Je reçois mes plants, moi, d'un producteur dans la région de Montréal, la Valtrie exactement. C'est une commande que j'ai faite ça, au mois de décembre avant. Puis là, ça arrive à des petits plants, tout petits. Ils ne sont pas tellement gros, mais il y a une bonne formation de racines. Oui. Puis là, nous autres, on les plante ici. Comme vous voyez, ils sont plantés à tous les 18 pouces ici. OK. Ça, j'ai une pièce d'équipement que je traîne en arrière de mon tracteur. Ils appellent ça un transplanter. OK. Le nom anglais, mais c'est un transplanteur. Puis mon épouse est en arrière sa machine. Oui. Moi, je suis sur le tracteur. Puis bien souvent, comme cette année, j'avais mon fils qui est venu m'aider, qui était à sa machine. Puis là, on plante tous ces plants-là. Puis c'est tout petit. Puis c'était pas de main, c'est tout petit. Puis les plants sont dormants à ce moment-là. OK. Parce que quand ils arrivent de mon fournisseur, ils sont dans des caisses. OK. C'est scellé, puis ils sont tenus à 0 degré Celsius. OK. Il faut que je garde mes plantes dormants. Oui. Tant que je les transplante, bien là, je leur donne un choc. Parce que là, ils viennent en terre, ils sont exposés au soleil. OK. Là, ils se réveillent. Oui. Puis moi, durant ma transplantation, j'ajoute de l'eau avec un fertilisant naturel pour établir les racines. Fait, durant la période estivale, les autres, ils vont faire ce qu'on appelle des stolons. Ici, j'en ai un qui est à sortir. Là. OK. Voyez-vous, ce stolon, ça, c'est une vigne. Ils appellent ça un stolon. Ça, c'est une vigne. Puis là, dans quelques semaines d'ici, là, ça va faire des vignes partout ici. Puis ça va aller partout comme ça. Puis ça va tout se remplir. Puis chaque vigne se dépose, fait un nouveau plant de fraise. OK. Ça, on appelle ça le plant mère. Après ça, on appelle ça les plants filles.
Ah, OK. les stolons. Oui. Puis à un moment donné, le stolon, bien lui, il se coupe, puis là, le plan fille s'établit. Puis ça fait ce qu'on a, de ce bord-là, c'est Ouais. tout bien rempli. Là, je prends le temps de vous expliquer un peu le processus des fleurs. Ils ont tous produit une fleur ici. On les a toutes coupées à la main. OK. Parce que moi, cette année, je veux que le plant de fraisier se concentre l'énergie dans les stolons, puis à établir l'énergie sur les plants, OK. pas sur le fruit. Quand ils font du fruit, ils se concentrent sur le fruit, donc ils font moins de travail sur le plant. Oui. Fait que c'est pour ça, comme vous voyez tout ça ici, on a tout coupé ça à la main, les fleurs. Là. Claude, Wow. Claude, Claude. Puis là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes ici, là, mais on a fait un sarclage 2 semaines passées à la main. Là. OK. Entre les plants, là, c'est tout été fait à la main, ça. Ouais. Beaucoup, beaucoup de travail. Entre les rangs, on a de la machinerie, mais entre les plants, c'est tout à la main. Oui. Fait, moi, vous expliquer la fraise, la mythe, la grosse fraise. Toutes plants de fraisier ont créé ceci. Vous avez la fleur ici, puis vous avez la première fleur qui sort de la saison. La première fleur, pour cet exemple ici, là, ça sera celle-là ici qui est sortie. Puis dans ça sera celle-là ici. Là, vous voyez ici, il y a des petites fleurs ici qui vont venir ici. Là. Ça va faire d'autres fleurs. Et ça, ça fait des fraises plus petites. OK. Fait que la mythe, la grosse fraise, là, c'est toujours ta première fleur, fleur du printemps. OK. Qui fait une grosse fleur, puis elle va produire ta fraise plus grosse. OK? Que les consommateurs veulent toujours avoir ça. Oui. Celle-là, vous voyez, c'est une fraise verte qui était... La fleur est tombée. On l'a manqué quand on a coupé les fleurs. Des fois, on les manque, on ne les voit pas. Puis là, j'expliquais, les petites fleurs sont ici. Là. Elles sont beaucoup plus petites, puis ils vont faire une fleur plus petite. Mais ils vont faire une fraise pareille. Là. Oui. Mais il faut comprendre, la première fleur qu'on a au printemps, des fois, quelques raisons, le bouton dans le fond de la couronne qui se trouvait ici, au printemps, il gèle. OK. Puis quand il gèle, parce qu'on n'a pas fait d'irrigation pour les protéger, mais là, à ce moment-là, ta première fleur, elle rouvre, elle va être noire. OK. Parce Fait- qu'elle a gelé. Elle a gelé. Puis là, tu n'as pas de fruits à ce moment-là. Fait que là, bien souvent, les gens ils viennent cueillir et ils disent « Comment ça, tu n'as pas de grosses fraises? » Bien, on a eu des gelées, OK. puis on les a manquées. Oui. Fait que, mais ça, c'est le producteur prend une décision de faire l'irrigation ou pas. Comme j'ai expliqué tantôt, les maladies des racines, l'eau, la nuit. Fait que quand on a juste notre première fleur, des fois, on prend un risque. OK. Puis la fleur qui est en bouton, qui est fermée, elle peut aller jusqu'à moins 2 degrés Celsius. Elle est plus résistante OK. que la fleur ouverte. Puis là, vous voyez la fleur ici, là. Vous avez la partie ici femelle, qui est le centre. C'est ça qui fait ton fruit. Puis autour, vous voyez c'est comme les petits bouts. Là. Ça, c'est la partie mâle. Qu'est-ce qui gèle? C'est ta partie femelle. Ta partie mâle ne gèle pas. Puis c'est ça qui fait un bouton noir. C'est la même chose que les arbres fruitiers, là, puis c'est ça que ça gèle. La fraise se fait autopollinisation par elle-même aussi. Mais les insectes pollinisateurs nous aident beaucoup parce que ça fait une fraise plus belle, plus grosse, ces choses-là. Fait que c'est ça que je voulais vous expliquer concernant la mythe de la grosse fraise. Ouais, OK. Fait que, quand on fait une première cueillette, moi j'appelle ça ma première cueillette, vous voyez mes champs ici en arrière, là. Quand on fait une première cueillette, c'est qu'on passe la première fois avec les clients. OK. La première fois qu'on passe dedans, là, vous allez ramasser la fraise plus grosse. Oui. C'est la première fleur. Oui. Quand on va retourner pour la deuxième cueillette, bien là, on va pogner les autres fleurs un petit peu plus petites à côté. OK. Fait que la fraise est plus petite. Oui. Puis quand on va à la troisième, la quatrième cueillette, bien, on tourne en fait. Mais il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, mais ça est plus petite. OK. Mais là, il faut comprendre, au début de la saison, la saveur n'est pas dans son meilleur. Quand on vient vers la fin de la saison, quand la fraise est plus petite, puis elle est mûre, la saveur est incroyable. OK. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Si tu vas avoir pour une fraise cueillie pour la saveur, tu viens vers le milieu de la saison. Puis en parlant de la saison, comme j'ai dit tantôt, on commence, ça peut être le 5 juin comme le 29 juin, c'est une période. OK. En général, ici, on est dépendant, chanceux, pas chanceux. On est autour du 18, 20 Oui. juin, normalement, OK. le 17. Cette année, j'ai commencé le 12 juin parce qu'on avait eu un mois de mars, pas de neige. Oui. Et la neige a parti vite, puis un hiver, pas tôt. Puis on a eu un printemps, comme tout le mois d'avril, il était chaud, façon de parler. Après ça, bien, là, on a pogné au mois de mai, très pluvieux, très froid aussi. Oui. Fait que ça, c'est un champ qu'on a ici qui va être en production l'année prochaine. Ouais. Là, j'ai 4 variétés ici. OK. Ça, c'est la variété V-Star. OK. Cette fraise-là, je la cultive parce que j'ai des clients
qui veulent avoir la Vista pour son goût. C'est elle qui a le goût de fraise sauvage, OK. qui est plus proche de la fraise sauvage, point de vue saveur. OK. Puis, elle ne produit pas une grosse fraise en grosseur, mais la saveur de cette fraise-là est incroyable. Et c'est exceptionnel. C'est pour ça que je la cultive, parce que, comme je dis, j'ai des clients qui viennent ici depuis 25 ans, que je suis en affaires, 30 ans. Ouais. Ils viennent ici, ils veulent avoir de la Vista. Celle-là, oui. Je la produis pour eux autres. Ouais. Mais le client qui est pas... qui veut pas avoir... Il va avoir une fraise parce qu'il va avoir une fraise. Là. Si je le fais ramasser ici, il m'a dit une affaire, il va dire « Ah, elles sont petites », puis OK. il se tame. Oui. Tu vois un stallon, il est mieux établi. C'est le il commence. Là. OK, oui. Tu la vigne, tu la vois bien ici. Fait que ici, j'ai de la Vista, j'ai de la Laurel, j'ai de la Audrey. OK. Après ça, j'ai de la Évelyne. Fait que ça, c'est des variétés que j'ai ici en ce moment. OK. Fait là, maintenant, on va aller à mon champ productif Parfait. ici. Là, c'est un de mes champs qui est en production ici cette année. Vous avez marqué, j'ai tous des numéros, là. Oui. Moi, je mets des numéros parce que je me mêle pas. C'est pour ça. Puis aussi, ça facilite les gens et le staff qui travaille pour moi. OK. OK? Quand je dis va au numéro 54, 55, ils savent d'où envoyer mes clients. Fait ça, c'est des champs en pleine production. Là, on a progressé avec notre première cueillette. Voyez-vous le drapeau jaune là-bas? Oui. Là? Bon. Là, ça veut dire ce matin, j'ai mis un client ici, il a commencé à faire la cueillette. Il a fait la cueillette de chaque côté. Moitié comme ça. Oui. Puis il progresse vers la ligne de boisé. Puis là, d'où il arrête de cueillir, il met son drapeau jaune. La raison que je fais ce système-là, c'est pas un système scientifique à tout casser, là. Mais c'est un système qui est simple. Puis on essaye d'avoir un système qui est équitable pour les gens. OK. Entre mots, je ne veux pas envoyer les gens recueillir d'où ça a été dérecueilli. Oui. Ça, c'est une frustration pour le client. Puis je pense que j'essaie toujours de donner quelque chose au client qui a une bonne expérience. Puis c'est agréable. Mais cependant, j'explique toujours aux clients, puis je dis toujours en riant, il y a des règlements de la maison. Oui. Il faut suivre les règlements de la maison. La raison que je fais ça, c'est pour que ça soit équitable pour tout le monde. OK. Sinon, si tu n'as pas de règlement, bien, ça devient fouillis. Oui. Puis en ce moment-là, bien, ça peut être des pertes pour moi aussi, OK. économiques, parce que quand il y a un champ prêt à ramasser, on ramasse dans le champ. Oui. Puis on ramasse ce qui est prêt. Puis qu'est-ce qui n'est pas prêt? Bien, on s'en va dans un autre champ, ramasser un autre champ qui est prêt. Tu sais, on fait une rotation Oui. dans ma cueillette. Puis je fais de la rotation aussi dans cultiver mes fraises. Ça, j'ai des champs comme ça. C'est un champ qui va produire l'année prochaine, Oui. comme vous l'avez vu sur la caméra. Mais là-bas, en arrière, j'ai des champs en repos. Oui. En anglais, ils disent fallow. OK. Pour ça, tu as un chemin à Ottawa qui s'appelle fallow field. Mais on a des champs en repos. Puis quand je mets un champ en repos, parce que le plant de fraisier, cultivé toujours à la même place, met un environnement parfait pour certains parasitaires qui sont dans le sol. Fait que là, pour éviter ça, après 3 ans de production, je sors 3 ans de production de ce champ-là. Après ma 3e, je le détruis, puis là, je m'en vais dans un autre champ. Puis lui, je le laisse en repos pour 3 ans. OK. 3 ans, je ne mets pas de plant de fraise là-dedans, je ne mets absolument rien. Oui. Je mets un engrais vert. OK. Je cultive du oilseed radish, Oui. du pearl millet. C'est quelque chose que ça vient haut de même, je laboure, j'enterre. Puis ça, c'est ce type d'engrais vert, je mets une matière organique dans mon sol. Puis en plus, ça décourage les parasites parce que je ne donne plus de nourriture. Oui. Je les fais crever de faim. Je dis, écoute, là, j'avais pas ce qu'il arrive manger, là, Ouais. parce que nos parasitaires, qui sont peut-être microscopiques, on ne les voit pas à l'œil, mais ils sont là. Oui. Puis ils font leur travail. OK. Vous savez, la nature d'un sol, c'est la vie d'un sol. Plus qu'il est vivant, mieux que c'est. Oui. Ta culture. Un sol mort, tu n'as rien dedans. C'est pas de faire pousser de quoi, tu n'as rien. Fait que tu as toute une équipe qui travaille ensemble, des parasitaires, des bons, des moins bons. Ouais. Ils travaillent tous ensemble, des micro-organismes qui sont ensemble. Pour la cultivation de fraises, c'est préférable d'avoir un sol sableux avec un peu de limon dedans. OK. Si tu as un sol trop sableux, l'humidité se garde bas. Puis si tu as un sol trop glaiseux, il y a trop d'humidité, fait que ça, l'eau ne pénètre pas dans le sol, puis là, tu peux avoir ce qu'on appelle des maladies de racines. Fait que c'est le type de sol qu'on préfère. OK. Cependant, quand tu arrêtes une terre agricole, je veux dire,
n'as pas la terre parfaite. Des fois, il faut que tu mettes des heures pour la ramener. Puis quand on vient pour la cueillette de fraises, comme si ce matin, c'était cueilli. OK. Puis là, on parlait tantôt de stolon. Même ces plants de fraisier-là, voyez-vous, si c'en est un stolon. OK, il continue encore. Puis regardez en dessous aussi, là. Regardez ces deux racines. OK. Il commence à se faire une racine. Oui. Puis en parlant comme la nouvelle plantation, là, quand je travaille là-dedans, nos stolons, il faut tous les placer. Ouais. Parce qu'ils valent partout, il faut passer, les placer. Là. Ça, c'est un autre travail physique. Là. Tu passes des heures là, à placer ça, là, puis à remettre dessus. Là, ici, il y a un manque, là, on va la mettre là. OK. Puis éventuellement, je la place pour qu'elle touche le sol, puis éventuellement, on va avoir un autre plant de fraisier OK. qui va se faire là. Bien, ça, on fait tout ça à la main. Là. Ouais. J'ai un peu de mécanique encore, que je fais du mécanisage. OK. Mais bien souvent, on prend nos pioches pour on les place tout à la Ouais. main. Tu sais. OK. Fait que quand on fait la cueillette, comme j'explique à mes clients, vous emmenez dans le champ, vous marchez, puis là, vous vous mettez à genoux, vous me placez devant la caméra, comme ça, vous allez voir. Puis j'ai toi, mes clients, les instructions sont bien simples. Vous faites la cueillette moitié-moitié. Pas compliqué. Puis j'explique à mes clients, regardez trop dans vos côtés, parce que vous aussi, ici, vous avez une grappe de fraises. Là. Oui. Là, si vous voyez bien ici, là, avec la caméra, là, Il y en a plusieurs qui sont blanches. ils sont blanches, les autres vont venir rouges. Voyez-vous, là, cette branche-ci, là, ça, c'est ta première fleur. OK. Elle va faire C'est pour ça que celle-là est Et rouge puis- en premier. C'est ça, puis elle est plus grosse. Regarde, les autres sont plus petites. Oui. Voyez-vous la différence? Là? Mais ça va Oui. faire des fraises pareilles, mais elles sont plus petites. OK. Puis ça, c'est un exemple pareil. Puis quand on fait la cueillette, dans n'importe quel fruit, il faut être sûr que le fruit est mûr. Oui. C'est très, très important de dire que le fruit soit mûr. Parce que quelle fraise est-ce que c'est le mieux qu'on cueille? Bien, il faut que ça soit rouge. Vois-tu, j'essaie d'en en trouver une ici. Là. Oui, il y en a une coupe ici. C'est celle-là n'est pas tout à fait prête. Là. Elle est un petit peu orange, là. Mais tiens, OK. tu sais, Fait que- ça veut dire, ça c'est pas pire. Mais si vous en trouvez quelque chose, parce que c'était cueilli ça, ce matin ici. Là. Oui. Fait que ça, c'en est une, là, mais pas tout à fait prête. On va OK. aller, on va Parce aller un que petit vous peu- dites qu'elle est un peu orange. Oui, elle est un petit peu orange. Elle n'est pas OK. tout à fait rouge. Là. Faut qu'elle... Cette variété-là, il faut qu'elle vienne un rouge foncé. Là. Ah, tiens, ici, là, ils l'ont oublié. Regarde ça qu'ils l'ont oublié. Ça, tiens, là, la Kingberry. Voyez-vous OK. ici, là? Oui. Ça, c'est la Kingberry. Tiens, madame. OK. Goûtez à ça, moi, je suis lavé les mains, sois pas Ouais. inquiète. Goûtez à ça, là, et vous allez voir, là. La différence entre les deux, est-ce qu'on va voir un goût de différence Oui, entre ah les oui, deux? oui, oui. Ouais? Goûtez. OK, fait que je vais goûter l'orange en premier. Tu vois qu'elle va être un petit peu plus surette, là. Voyez-vous comment elle est Ouais. rouge en dedans, là? Mhm. T'sais. Puis goûte celle qui est un peu plus mûre, là. Oh my God. J'ai Différence? jamais remarqué la différence, mais là, je la remarque. Ouais, Celle-là est beaucoup plus sûre que celle-là. c'est ça, parce que celle-là est mûre. OK, celle-là. Celle-là. Puis Ouais. ce matin, il y a des gens qui ont passé ici, puis ils l'ont manqué. Oui. Puis quand les gens, regardez, quand on fait la cueillette, il ne faut pas juste regarder dans le milieu, il faut regarder dans le côté aussi. C'est ça, j'essaie. Puis tu continues à y manger, qu'elle se paye Oui. pas. Oui, certainement. Mais je veux dire, tu as vu la saveur, la Oui, différence? c'est une énorme différence. Donc, quand les gens viennent cueillir, il faut vraiment qu'ils prennent la plus rouge possible. Le plus mûr possible. OK. J'avais une variété de fraises que je cultivais déjà, madame, c'était la Glue-Scap. OK. Elle était rouge-noir. OK. Rouge, noir, noir. Ah ouais? Puis la saveur de ce fraise-là était incroyable, mais le problème, les gens ils me disaient, elle est trop mûre. Non, non, c'est sa couleur naturelle. Puis là, vous voyez aussi toute la paille que j'ai mis ici là, pour empêcher. Vous avez vu, ces fraises-là, là, il n'y avait pas aucunement de poussière dessus, de boue. Là. Je veux dire, puis soyez pas inquiètes, vous ne serez pas malade, je vous garantis Non. ça. Puis, de quelle façon, il y a sûrement une façon spécifique de cueillir ces fraises-là. Si on Ça, veut. on va te montrer ça. Là, j'ai oublié de dire ça. C'est bon. On va se mettre juste ici, on n'ira pas au loin, là. Oui. Juste ici. Quand on fait la cueillette, là, c'est ça que j'explique à mes cueilleurs. Là. On va essayer de trouver quelque chose ici là, qui a du bon sens. Là. Là, je regarde, là, j'en trouve une pour vous donner un exemple. Ah, tiens, ici, tu as trouvé quelque chose qui a du bon sens. Voyez-vous la gratte de fraise ici? Là? Oui. Quand on cueille, là, on va en arrière, OK. puis on tire dessus. OK. On ne va pas pincer comme ça, parce que vous allez la meurtrir. OK. Comprends-tu? Là? Fait que quand je dis à mes cueilleurs, les gens viennent cueillir, bien, vous levez le plan, vous levez ça ici, puis vous allez comme ça, tout simplement. Tard. OK. Tard. Ça veut dire, une pratique bien simple, là. Parce que c'est ça, si on le fait pas correctement, on va faire mourir. Non, pas nécessairement, mais c'est que tu meurtris ta fraise, hein? OK. Tu sais, il va dire, regardez que tu t'es laissé ici encore. Oui, il y en a une autre ici.
C'est qu'on tire par en dessous. Tu as vu, j'ai fait, tu fais un tiret comme ça. Oui. Puis ça a la façon de le faire, puis ça l'a m'en mangeant en passant. Et vous autres, les gars, vous en poignerez tant. Non, c'est vraiment très intéressant de voir tout le processus de ce que vous faites ici, puis la complexité aussi de votre travail. C'est impressionnant, puis voir aussi en apprendre plus sur les fraises, puis voir la différence entre tout ça, c'est vraiment au bout, intéressant. Le résultat, le produit. Oui, c'est ça, le résultat de toutes ces heures de travail. Je vais vous amener à mon comptoir de champ. Parfait. Ça, c'est mon comptoir de champ. Oui. Ça, ici, les gens, quand ils arrivent ici avec le contenant, où on leur fournit des contenants. Pouvez-vous nous montrer un contenant, s'il vous plaît? On a un contenant comme ça. C'est standard qu'on utilise ici. Là, dire, les gens, il y en a qui peuvent amener leur propre contenant. On a des balances qu'on pèse ici. Oui. Puis, à partir de ça, bien, il y a le cueillir dans le champ. Comme vous voyez là-bas, il y a des gens qui cueillent en ce moment. Fait que c'est un processus simple. Après qu'on finit de cueillir, ils s'en viennent ici, puis ils rencontrent mon staff ici. Fait que les autres, ils ont le travail de peser ça, puis ils vont dire aux clients comment ça coûte. Puis, là, on vend ça 3,05 la livre. OK. C'est le prix qu'on vend. Puis après ça, bien, on a les caisses ici, puis ces choses-là. Parce que quand les gens viennent cueillir des fraises, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont besoin d'apporter avec eux? Bien, je pense qu'il est important, c'est d'être habillé confortablement. OK. Apporter vos contenants. Puis, en des périodes, s'il y a des intempéries, il y a bien d'appui, il va y avoir des bons souliers. Oui. Puis aussi, d'être, j'utilise toujours l'expression d'être patient dans la cueillette. OK. Parce qu'il y a des gens qui m'arrivent ici, ils me disent, faut pas que ça prenne du temps. Oui. Là, en passant, là, je leur dis, écoutez, il faut pas que ça prenne du temps, tu es dans une fraisière. Si tu veux pas que ça prenne du temps, aller sur mes compétiteurs au magasin, tu rentres, tu le pognes sur la tablette, tu t'en vas. Ça prend pas de temps. Oui, mais ça, le goût ne doit pas être pareil, par contre. Le goût pas pareil. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Il faut être prêt à aller à genoux, puis suivre les directives des personnes qui travaillent ici. OK. On essaye, nous autres, dans la fraisière, ici, moi-même, on essaie d'être très, très respectueux envers les gens. Puis je lui dis, j'ai des règlements de la maison, puis je pense que le public le sait que j'applique mes règlements pour le bon fonctionnement. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait que c'est à peu près ça. Puis s'il fait beaucoup de soleil, bien, s'habiller adéquatement. Comme aujourd'hui, avec de la chaleur, on ferme à midi aujourd'hui. Puis on va rouvrir cet après-midi à 4 heures. Là, puis, parce que dans la grosse chaleur, il n'y a presque pas de gens qui viennent. Puis c'est juste notre staff, c'est juste moi aussi. Oui, oui. Fait que ben, je vous remercie vraiment pour votre temps, puis pour toutes vos explications. C'est vraiment très apprécié. Bien, merci beaucoup. Puis la seule chose que je peux dire à la population de Clarence-Rocklin, merci de votre support. Parce que mon entreprise ne sera pas ce qu'on est aujourd'hui si je n'ai pas le support de la clientèle. Parce que c'est pas compliqué, mais j'ai toujours eu des rêves. Fait que, puis les gens ont contribué. Oui. OK? Parfait. Merci beaucoup. Merci.